magazine Entretien. Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision et FM. Ce soir, nous recevons pour vous Freddy Mulumba, qui est journaliste, écrivain et politologue. Monsieur Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être de notre ce soir. Alors, vers la disparition de l'État congolais, les élites congolaises sont-elles aveugles, sourdes ou complices? C'est l'intitulé de votre dernière tribune qui sera d'ailleurs qui fera d'ailleurs l'essentiel de notre émission ce soir. Mais avant tout, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 a commencé à se retirer tel que prévu par les calendriers de l'EAC. Mais on sent toujours les doutes qui persistent dans le chef des Congolais. Comment expliquer ça? Non, les Congolais, je pense qu'ils ont raison. Il ne faut pas croire dans tout ce qui se passe là-bas. C'est du cinéma. Derrière ce qui se passe, cette pièce de théâtre, il y a des enjeux, il y a des acteurs que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi j'ai dit, pour comprendre cette situation, il faut toujours faire appel à l'histoire. Ceux qui ont fait cette guerre de l'AFDEL, c'était qui? C'était des groupes d'hommes d'affaires américains d'Arkansas qui sont partis prendre Kagame et Museveni. Ils ont cherché Mzee Kabila pour arriver à Kinshasa. Et je rappelle ici, ceux qui ont négocié avec Mobutu, ce ne sont pas ni des Rwandais, ni des Ougandais, ni Mzee Kabila. Les négociations ont été menées par les Américains sous l'administration Bill Clinton. Selon M. Honoré Ngwanda, dans son livre « Ainsi sont les glas », les derniers jours du maréchal Mobutu, il a écrit très clairement que c'est l'ambassadeur américain Bill Richardson, avec quelques membres du renseignement américain, département d'État, qui sont venus à Kinshasa voir Mobutu, avec une lettre de Bill Clinton, lui demandant de remettre les pouvoirs à l'AFDEL. Donc, en face, le Congo, le Zaïre, ne négociait pas avec ni les Rwandais, ni l'Ouganda, ni Mzee Kabila. Ils négociaient avec les Américains. Donc, si je prends cette dimension historique, c'est pour qu'on comprenne qu'est-ce qui nous arrive maintenant avec l'apparition, l'arrivée des troupes de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas eux. Alors quand vous dites que c'est une comédie, c'est du cinéma, qui sont les acteurs de cette mise en scène? L'EAC, le M23 ou le gouvernement? De toute façon, il n'y a pas d'M23. Ce sont les troupes rwandaises. Okay. Hein, c'est l'armée rwandaise. Kagame lui-même l'a reconnu. Ce n'est pas encore M23. Toutes les institutions internationales ont reconnu que ce sont les troupes rwandaises. En fait, Kagame et Museveni jouent le jeu des États négriers. Ceux qui sont derrière, ceux que j'appelle les globalistes mondialistes, qui avaient monté la guerre de l'AFDEL. Et cette guerre avait une mission, d'abord deux missions, d'abord mettre la main sur les richesses du Congo, ensuite les faire imploser. Il y a eu des études déjà faites depuis 1984 par des stratèges américains qui pensaient qu'après Mobutu, le Congo ne doit pas exister. Donc c'est leur projet, leur projet, ils veulent à ce que ça aboutisse. Ça, j'ai pris 25 ans. Il reste encore 5 ans. Si les Congolais ne résistent pas, ça va se réaliser. La vie est faite ainsi. Moi, je vois la naïveté des Congolais qui ne comprennent pas. Tout est construction. On a construit l'État congolais à partir de 1884-1885. Nous sommes un produit du capitalisme. Ce qui est construit, on peut le construire. Mais ça nous maintenant de prendre notre destin en main pour qu'on ne puisse pas déconstruire à notre faveur. Il faut maintenant que nous-mêmes prenions conscience comment reconstruire notre État qui est là un État pour nos propres intérêts et pour notre bien-être. C'est aux Congolais de se prendre en charge. Mzee Kabila le disait toujours, prenez-vous en charge. Est-ce qu'on l'a compris? Et je voudrais un peu ici profiter de cette situation pour rappeler
ce qui va nous arriver, bien ce qui risque de nous arriver. Mzee Kabila, 3 mois avant son assassinat, je pense il y a M. Diana Djikoupa, qui est un ami. Il était journaliste à la RTGA, chez Pius. Ils avaient publié un article dans le groupe L'Avenir, le journal L'Avenir, que dans 3 mois, on aura la tête de Mzee. L'article est sorti. Le matin, il y a un général de Miap qui s'est amené au groupe de L'Avenir, au journal. On a confisqué les matériels. Ça, c'est ce que Diana me raconte. Maintenant, le président au courant, donc Mzee Kabila, il a envoyé Yerodia et Cheikh Kutundu pour qu'il puisse demander au général de se retirer. Le général s'est retiré avec ses militaires, ils sont partis. Après un temps, Yerodia a arrangé une rencontre entre Diana et Mzee Kabila. Mais il n'a pas dit à Yerodia n'a pas dit à Diana qu'il allait voir Mzee. Ils sont arrangés. Un jour, il prend Diana. Diana se retrouve en face de Mzee. Mzee lui dit, vous savez Diana, ce que vous avez dit, vous avez raison. C'est vrai. On me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter. Donc, on lui demandait toujours de céder une partie du Congo. Des compromissions. Oui. Mzee a dit clairement, je pense que je vais mourir. Mais vous qui restez, continuez la lutte. Ce sont les mots, les paroles de Mzee envers Diana. Mais malheureusement, notre élite est ailleurs. Mzee l'avait dit, la guerre sera longue et populaire. Sommes-nous conscients? Là, donc, je comprends déjà que vous êtes dans la tribune, oui, mais on aura le temps d'en parler. Oui. Les zones jadis occupées par les terroristes du M23... Non, les troupes rwandaises. Par les troupes rwandaises, oui, sont actuellement occupées par l'EAC. Et il y a une condition, les FARDC ne doivent pas y mettre le pied. D'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Oui, c'est la zone tampon. C'est déjà une façon de balkaniser le pays? Oui, non. En fait, c'est la zone tampon qu'on veut mettre en place. Pourtant, ce n'était pas prévu dans la feuille de route de Luanda, d'après le gouvernement. Il y en avait. Mais on ne lit pas les documents, il y en avait. Et cette histoire de zone tampon, il faudrait que... de toute façon, la plupart des documents sont écrits en anglais. Nous, on ne parle pas anglais. On a des difficultés. Il faut qu'on prenne, il faut qu'on oblige à toutes ces institutions dans lesquelles nous sommes de publier les documents en français pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe en coulisses. Sinon, on ne comprendra pas l'essence des mots. Donc, vous savez, dans leur calcul, c'était sûr qu'ils allaient contrôler le Congo. Le 2 août, Mzee a refusé. Il a chassé les Rwandais. On a créé l'RCD. Mzee est assassiné. 14 jours après l'arrivée de l'ONUC, de la MONUC à Kinshasa. Mzee est assassiné. Après son assassinat, la MONUC a amené plus de 20 000 personnes, 20 000 personnels militaires et civils. 20 000. En 2010, ils changent de mandat. Ça devient la MONUSCO. Ils partent à l'Est pour dire qu'ils vont maintenant sécuriser. Ça fait plus de 20 ans. Ils n'ont rien fait. Échec. Parce qu'ils n'ont pas réussi à imposer la balkanisation. Maintenant, ils changent de stratégie. Ils disent non, il faut faire appel aux Africains. Entre eux. Entre eux. Comme ça, nous sommes derrière. On dit que ce sont des Africains, ce sont des Noirs entre eux qui arrangent les choses. Donc c'est dans ces processus, c'est ça le processus. Donc je pense que la toute dernière carte qu'ils jouent. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'adhérer à l'EAC finalement? Non, je pense que ce n'est pas une erreur. Pourquoi? D'abord, dans le cadre de la construction des États-Unis d'Afrique, on doit enlever toutes les frontières. Donc les frontières ne seront pas comme des murs. Mais comme des ponts. Vous dites? Comme des ponts. Ok, des passerelles, oui, entre pays. Donc, ça, c'est comment dirais-je, ce qui est appelé
Donc, ce qu'il doit faire pour que l'Afrique devienne unie, donc toute l'Afrique. Donc, il faut supprimer les frontières, mais pas les effacer. Oui. Ça, dans la construction des États-Unis d'Afrique, on a besoin que toute l'Afrique, qu'on revoie les frontières, qu'on supprime les frontières, qu'on ne les efface pas. Mais deuxième chose, deuxième élément, nous sommes une puissance. Vous savez, nous sommes aujourd'hui 100 millions d'habitants. Il n'y a aucun pays en Afrique centrale qui a la population que nous avons. Nous avons toutes les richesses du monde. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a des richesses comme nous. Nous avons notre géographie, nous sommes au cœur de l'Afrique. Donc nous avons des attributs d'une puissance. Et nous avons une mission. C'est contribuer, ou bien participer à la construction des États-Unis d'Afrique. Une Afrique forte, mais qui partira du Congo. Nous avons les barrages d'Inga qui peuvent donner du courant à travers, dans toute l'Afrique. Mais le problème, les autres, surtout les Occidentaux, qui estiment que si l'Afrique devient puissante, on ne saura pas l'exploiter. Parce que sans l'Afrique, surtout l'Europe n'existe pas. L'Europe est pauvre. Toutes les richesses européennes, tous les riches européens, c'est grâce à l'esclavage, la tête négrière. C'est grâce à la colonisation. Aujourd'hui, c'est grâce à la domination. Donc, sans nous, il n'existe pas. C'est question de vie de mort. Les Américains sont différents. Les Américains sont très riches. Ils peuvent vivre sans nous. Mais les Européens, c'est question de vie de mort. C'est ça la donne qu'il faut mettre dans nos têtes. Que ces gens, ils vont comprendre quand on va construire un rapport de force. Nous sommes encore très faibles sur le plan mental, spirituel. C'est comme ça qu'on le domine. Donc sans l'Afrique, l'Europe ne vaut rien. Ils le savent. Mais M. Freddy Mulumba, la question qu'aujourd'hui l'opinion se pose, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on a gagné en adhérant à l'EAC. Non, on va gagner. Nous avons une vocation de puissance. Nous avons une vocation de puissance. Oui, mais on a l'impression que ça nous a plus apporté des problèmes que de solutions parce que les troupes qui constituent aujourd'hui l'EAC, ce sont les troupes issues des pays qui nous agressent, mais notamment le Rwanda et l'Ouganda. C'est parce qu'on est faible. Le problème est que la classe politique qu'on a à Kinshasa n'est pas à la hauteur des enjeux. Une classe politique qui n'a pas d'ambition de grandeur, qui n'a pas la volonté de puissance. C'est le drame à Kinshasa. Je prends l'exemple du temps de Mobutu, du Zaïre. Est-ce que les Rwandais, tout comme les Ouganda, pouvaient se jouer de nous? C'est parce que lui aussi, il était soutenu par les Américains. Non, pas seulement soutenu par les Américains. L'élite qui était avec Mobutu a été bien formée. Une élite qui avait une certaine, qui n'était pas tellement aliénée. Et Mobutu a eu la chance parce qu'il y avait tout un courant d'intellectuels qui ont produit la pensée, qui ont donné à Mobutu une vision claire pour faire la politique. Les recours à l'authenticité, ce n'est pas Mobutu qui a inventé. Il y a des penseurs. Aujourd'hui, on parle de la réalisation. Ce n'est pas Mobutu, ce sont des penseurs. Tout ça, on le faisait dans le cadre d'une recherche, l'indépendance du Congo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche? Vous avez des hommes politiques qui ne voient que l'argent. Pour preuve, il n'y a que des voleurs, ils ne volent que des millions. Tu n'entendras pas un homme politique qui a volé 100 000 $. Tu entendras on a volé 10 millions, 20 millions. Il n'y a que ça. Mais vous avez une justice qui n'est pas capable de réprimer. La justice est pourrie. Et sans une justice sérieuse, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État. Donc c'est notre faute. L'élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Si on ne la change pas, il ne faut pas espérer des miracles. Mais connaissant l'essence de l'histoire, un jour on aura quand même des élites capables de se maintenir debout et de gérer cet État comme un État sérieux. Alors, il y a une autre préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, avec l'installation des zones tampons, il y a cette crainte-là, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas déjà la balkanisation? Est-ce que la RDC aujourd'hui est obligée de respecter les accords de Luanda? Non, je ne pense pas. Je pense que vous avez vu, le président Tshisekedi avait interpellé le chef d'état-major kenyan. Il leur a dit, les populations se plaignent. Donc ça prouve qu'à quelque part, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas respecté. Parce que dès le départ, c'était que le mandat serait offensif.
Ils arrivent sur place, ils changent de discours. Ce n'est pas eux. Les globalistes ne voudront pas qu'on attaque les Rwandais. Parce que les Rwandais, pour eux, c'est un État négrier, un État commissionnaire. Donc, ils travaillent, qui sous-traitent leurs intérêts en quelque sorte. Donc, quand ils ont décidé, entre Africains, on va mettre l'ordre, les autres ont dit non. Ils ont fait pression sur les dirigeants africains. Voilà pourquoi le discours a changé. Même l'Angola qui devrait venir nous aider à mettre l'ordre, il a changé de discours. Est-ce que ce n'est pas le passage du président Macron qui a changé la position de Luanda? Non, ce n'est pas Macron qui... Ce n'est pas son passage. Derrière Macron, ce sont des multinationales. Macron a été voté comment? C'est grâce aux multinationales qu'on l'a mis là-bas. Il a des droits, il a des comptes à rendre à ces gens. Macron ne fait que venir défendre les intérêts de ces globalistes. En venant ici, il dit non, il faut vous entendre avec Kagame. Il va à l'Angola, non, il faut faire partir le moyen pour que Kagame et Félix Tshisekedi s'entendent. C'est pour leurs propres intérêts. Hein? Donc, je pense que la grande difficulté, c'est nous-mêmes. Et ça, je l'ai dit. Tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'a pas construit un rapport de force, il ne faut pas espérer des miracles. Vous pouvez prier du matin au soir, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc les élites doivent se réveiller très rapidement. Parce que c'est dramatique. Cette guerre a fait 25 ans. On part de négociation en négociation. Des accords en accord. Ça donne quel résultat? Là où vous avez des élites un peu lucides et rigoureuses, c'est dire non. Tirons les leçons du passé. Vous allez vous interroger pourquoi la guerre a eu lieu. Qui sont derrière cette guerre? Maintenant, sur base des analyses, des études, vous construisez je dirais, un rapport de force. Vous commencez, vous les poussez à négocier. Parce qu'ils le font, parce qu'ils veulent prendre nos minéraux gratuitement. On dit non, monsieur, arrêtez. Venez à Kinshasa, négocier avec nous, achetez comme les autres. S'ils ne comprennent pas, vous faites la guerre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on en a le moyen? Parce que rien qu'avec les rebelles soutenus par le Rwanda, on a du mal. On a du mal à reconquérir les territoires occupés par les M23. Est-ce qu'on en a la force? Non, je pense que le président Tshisekedi a joué un très bon jeu. Il a commencé à négocier avec eux. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Ce sont les multinationales qui convoitisent, qui convoitent qui veulent prendre nos matières premières gratuitement. On a dit, on discute avec eux. Ok, négocier, on négocie. Négocier, on négocie. Il a fait le tour du monde. Il a parlé aux Nations Unies. Il a parlé à Charles, le roi d'Angleterre. Il a parlé que ça ne marche pas. Les papes peuvent venir même jusqu'ici en parler. Donc ça, c'est la dimension, comment dirais-je, diplomatique. Maintenant, quand on arrive à la fin, on fait comment? Aujourd'hui, personne ne peut nous condamner. Si le Rwanda s'est retiré, on a frappé sérieusement. C'est parce que notre presse ne fait pas du bon travail. Nos militaires sont sur le terrain, ils se battent, ils ne sont pas prêts à accepter. Il y a la volonté chez les Congolais de ne pas accepter une domination. Là, la volonté chez les Congolais de ne pas accepter qu'on puisse couper même un morceau de territoire congolais. Et surtout, ce sont des Occidentaux, les entreprises qui sont à la base. Vous partez à Kigali, il y a des malheureux. Regardez l'image qu'on donne de Kagame, du Rwanda. On dit non, c'est modèle africain. Le modèle est où? Mais allez dans des villages. Il y a une misère terrible. Donc il faut que les Congolais comprennent ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas l'Ouganda. Ce sont les globalistes, les multinationales qui veulent prendre notre pays et l'exploiter. Mais Kagame en profite, parce que dans leur imaginaire, ils pensent que Goma, Rutshuru et Goma appartenaient à l'ancien empire rwandais, du Rwanda. Pardon, Royaume du Rwanda. Ils pensent comme ça. Il y a quelquefois une folie de grandeur. Ils pensaient que les petits Rwandais, les hommes du Rwanda, avaient des terres à conquérir, donc avaient des terres au Congo. Et là, j'avais suivi sur votre chaîne, je pense, Mohamed Kabare. Il a été très clair. Hein. Il a dit, nous nous connaissons très bien. On va s'en occuper. Donc, les Rwandais ont toujours l'envie d'occuper le Congo, donc l'est du Congo.
Mais les anciens royaumes, tels que Mami Kabar, il y en a aussi. Il y a aussi des, je pense. Ils sont habitués à se battre. Hein. Ils les connaissent très bien. Mais c'est une erreur pour les Rwandais et pour nos frères rwandais. Ça va laisser une tache noire dans l'histoire de l'Afrique noire. Et ça va leur coûter trop cher de voir qu'ils ont joué contre l'Afrique. S'ils pouvaient le faire pour que le peuple rwandais mange bien, soit libre et indépendant, on comprendrait. Mais on le fait. Mais on ne construit pas son bonheur sur les malheurs des autres. Non, non, je pense que si les Occidentaux n'étaient pas derrière, on pouvait trouver des solutions. Mobutu était ici. Qui paye l'armée rwandaise? Qui paye l'administration au Burundi? Ce sont des pays pauvres. Mobutu payait. Et l'armée, et l'administration, et la police, même le Rwanda. Ce sont des petits pays pauvres. Maintenant, on leur a fait croire que vous pouvez prendre la partie du Congo, là où il y a des minéraux, pour devenir riche. Une erreur. Alors, quelle devrait être l'attitude des officiels congolais, surtout en matière de politique extérieure, face à cet environnement où vous avez des multinationales qui sont contre la RDC? Bon, je pense que la faiblesse chez nous, on n'a pas de think tank. On n'a pas des universitaires ou bien des universités qui s'occupent de ça. Mais s'il y en a, il n'y a pas de moyens. Or, la recherche demande des moyens. Si vous partez dans la plupart des pays, d'ailleurs, vous partez très loin, à Kigali, Kagame dépense beaucoup d'argent pour faire le lobbying, pour faire la communication. Il y a un desk Congo au Rwanda. Tout ce que nous faisons ici, ils ont leur télévision, ils ont leur... ils suivent nos télévisions, ils suivent toutes les publications. Kagame, comment dirais-je, engage même, recrute même des étrangers pour ça. Mais viens à Kinshasa, il n'y a rien. Ça m'a dit, c'est notre faute à nous. La vie est faite ainsi. Vous êtes faible, on vous écrase. Donc nous devons parvenir à construire les rapports de force intellectuels. Ça signifie que par rapport à notre dimension de grandeur, par rapport à notre puissance, nous devons avoir des think tanks forts. On donne des moyens. Nous devons avoir des médias forts. On donne des moyens. On construit un narratif, pas pour flatter, pas de faible, un narratif de puissance. Ce qui nous manque, une volonté de puissance. On n'en a pas. Quand les Congolais parlent, c'est comme s'ils pleuraient. Il faut qu'un narratif... Je prends un exemple. Du temps de Mzee Kabila, le 2 août, j'étais au genre le potentiel. Vous avez vu Moumengi. Il a porté comment on appelle ça, la tenue militaire. Mova. C'est eux qui passaient à la télévision et la télévision nationale avait changé de discours. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Voilà des questions. Il y a déjà une campagne qui est lancée, Bendele Kouyaté. C'est différent de la campagne. Ça, c'est les narratifs de faibles. Prenez ce qui s'est passé le 2 août quand on a attaqué par les troupes rwandaises. Regardez ce que la télévision nationale, à travers Moumengi et moi, ont fait comme travail. Et n'oubliez pas, c'est grâce à ça que le Congo a été sauvé. Parce que quand on parlait au peuple, le peuple était conscient. Quand les autres sont entrés, on les a défaits. Avant que les troupes nabimiennes, angolaises et zimbabwéennes arrivent. C'était les Quinois. Et parce qu'on leur a parlé. Il y avait un narratif de combat. Maintenant, un narratif de lâches. On parle comme des lâches. Alors, parce qu'on ne peut pas comprendre. Chaque jour, on tue des gens au Congo. On ne doit pas avoir un tel discours. On ne doit pas avoir un tel discours. On doit avoir un discours de guerrier. Parce qu'on nous fait la guerre. Si on était gentil, si on ne faisait pas la guerre, c'est autre chose. On nous fait la guerre. On nous tue chaque jour. On n'a pas continué à dire non, nous aimons la paix. Nous, face à la violence, il faut la violence pour créer un rapport de force. Mais ça manque beaucoup dans les discours des hommes politiques congolais. Il y a un vide. Même au Parlement, les gens ne prennent pas les voix au sérieux. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que tout le monde nous regarde. Parce que, j'ai dit, la grande difficulté, c'est de voir que nous sommes à Kinshasa, on prend la bière, on prend la champagne, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'Est. Ça fait combien? Plus de 25 ans. Quand la guerre de la FDL a commencé, les gens ont fui. Bukavu, Goma, jusqu'à Kinshasa.
à pied. Ça fait 25 ans, toute une génération. Est-ce qu'on y pense? Pourquoi on ne peut pas faire un grand effort pour s'élever un peu, dire, non, quand même, nous sommes un grand peuple, on ne vient pas du néant. Il faut vite se reconnecter du côté de Mobutu. Mayele est parti battre les Rwandais. Kagame, il connaît ce qu'il dit Mayele. Pourquoi je dois se plaindre? Ils vont comprendre quand nous serons à Kigali un jour. Même 500 commandos. Alors, tu verras les Blancs venir vite et dire ici, non, laissez-les, on va tuer, on va faire le génocide. On a tué 10 millions de Congolais. Vous avez vu quelqu'un venir vous dire qu'il y a un génocide? Sauf les papes. Les papes, c'est les gardiens des valeurs occidentales. Ils viennent vous dire à Kinshasa, levez vos mains sur le Congo et sur l'Afrique. Et il dit, il y a un génocide oublié. Mais curieusement à Kinshasa, les gens sont dans la danse. Fali Poupa vient chanter. Quand il chante, les soirs, on prend Munagan. Il y a un problème quand même quelque part là. On nous prend pour des idiots. Là, on va vraiment maintenant parler de la tribune. Ouais. Qui est intitulée la balle vers la disparition de l'État congolais. Les élites congolaises sont-elles aveugles, sourdes ou complices? Alors, vous parlez, vous citez un exemple, les Soudans du Sud, ouais. Une balkanisation qui a été voulue par la communauté internationale et qui s'est réalisée. Alors, vous craignez qu'il y ait la même chose pour la République démocratique du Congo, même si pour le Soudan, ce n'est pas aussi pareil parce que c'était une balkanisation voulue. Oui, en fait, ce n'était pas tellement voulu. Il n'y avait pas un conflit entre Noirs il y avait quand même des discriminations. Oui, non, il y a quand même du racisme. Il n'y avait pas tellement de conflit. John Garang, qui est décédé, lui voulait faire une confédération, pas créer un État. Mais comme on voulait, dans le cadre de la lutte contre la compétition avec la Chine, les Américains avaient besoin de couper les Soudans. Donc, parce que les pétroles se trouvent au Soudan du Sud. Okay. Au nord, il n'y a pas beaucoup de pétrole. Donc, dès qu'on coupe les Soudans du Sud, les Chinois n'auront pas de compte de pétrole. Voilà pourquoi les Américains ont soutenu ça. Ce n'est pas tellement un conflit entre Noirs, Arabes, entre animistes et musulmans. Parce que John Garang ne voulait pas ça. Pour preuve, aujourd'hui, ils sont indépendants, ils sont stables. Ils ne sont pas développés comme ils regardez, tu sais, quelquefois quand on regarde les images des nègres là, des petits noirs avec des mouches au niveau des lèvres, maigrichons, alors qu'en dessous de leur terre, il y a du pétrole. Pourquoi ne pas exploiter ce pétrole permettre à ces peuples qui vivent correctement? On ne le fait pas. C'est pratiquement la même image dans l'est de la RDC. Oui. Dans l'Est de la RDC. Où les gens sont toujours en errance alors que... Est-ce qu'il en parle? Et quand vous voyez Macron venir dire ici, non, on va donner à manger, les présidents disent non. Il faut faire partie des moyens pour qu'ils rentrent chez eux. En fait, il faut qu'on comprenne une chose. Nous sommes dans un monde trop violent. Ça, c'est une donne. Ceux qui n'ont pas à manger viennent chercher chez ceux qui possèdent la bouffe. Donc, si vous ne savez pas protéger vos minéraux, vos richesses, on vient les prendre gratuitement. Ça, c'est une donne. Mais notre mentalité, je dirais, on a encore une mentalité d'esclave. On n'a pas encore compris que celui qui a fait la traite négrière, qui a fait la colonisation, ne peut pas venir vous dire, monsieur, je vais vous développer. Voilà le problème des paradigmes, je dirais un peu intellectuels. C'est pas normal. Cet homme ici est venu, on a vendu, les parents, ils sont partis en Amérique. Après la colonisation, on a fouetté des gens, ils sont coupés des mains. Les lendemains disent non, on vient vous développer. Je vois des gens qui disent non, nous voulons le développement. Donc ça prouve que vous n'avez pas le sens de l'histoire. Donc c'est ça notre faute. Parce que c'est que aujourd'hui les Occidentaux font à l'Est. S'ils partent, vous aurez des Chinois, vous aurez des Indiens, vous aurez des Libanais ou bien les autres. Parce que nous sommes faibles. Si on était fort, même les Américains n'allaient pas faire ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est construire. Il faut qu'on construise une force pour les affronter. L'Est du Congo, tu parlais de l'Est, il y a plus de 200, 300 000, non, 5 500 000 déplacés internes. Qui en parle? La vie des Noirs n'a pas de prix. C'est ce qu'il faut comprendre.
dans leur calcul, ils pensent que nous sommes nombreux, on menace l'Europe, il faudrait qu'on réduise la population noire. C'est la réalité. C'est ce qui se parle en coulisses. Ils ne disent pas ouvertement. Alors, mais d'après vous, qu'est-ce qui justifie cette passivité de l'élite congolaise? Nous sommes une élite traumatisée. Il ne faut pas oublier ça. On a connu une colonisation dure, une question belge, l'apartheid. On a appelé ces pays l'empire du silence. Parce que les autres pays africains, à quelques années de l'indépendance, les gens commençaient à parler. À Kinshasa, il y avait même pas, à Léopoldville, il n'y avait même pas de revendication. C'est comme ça qu'on a appelé l'empire du silence. Les Belges pensaient qu'il n'y aurait rien jusqu'en 60. Mais seulement ils ont été surpris. Ça, c'est le traumatisme colonial. Deuxième traumatisme qu'on a eu, c'est l'assassinat. Je ne sais pas si on se rend compte. Un enfant qui grandit, on lui dit, regardez Kimbangu, d'abord Kimpavita. Elle a été brûlée avec son enfant vivant. Brûlée. On vous parle de Kimbangu. Kimbangu a fait 30 ans de prison. Il est mort en prison. On vous parle de Lumumba. On l'a tué. On l'a assassiné. On a coupé Lumumba en morceaux. On l'a mis dans la sulfurique. Et puis on a récupéré ses dents. On vous parle de Moussé Kabila. D'abord de Moulele. Moulele a été tué du temps de Mobutu en pièces détachées. On vient, on coupe la main, on enlève l'œil. Et Moussé, il a été assassiné dans sa maison. Donc tout ça, ça crée un traumatisme. Il a peur de la mort. Et quand vous voulez parler, vous dites non, non, vous savez comme Moussé Kabila, comme Lumumba, comme Kimi Pavita, comme Kimbangu, comme qui est encore ici, Lumumba. Donc nous sommes une génération d'une élite traumatisée. Ça, c'est d'un côté, le traumatisme. De l'autre côté, c'est la peur de perdre des privilèges. On a peur de souffrir, mourir de faim, manquer du travail. Donc on voit toujours le bonheur. Donc ça c'est par rapport à notre éducation scolaire. Parce qu'on étudie pour le bien-être. Donc il faut étudier pour avoir une maison, une femme, une voiture, voyager, les enfants ont étudié. C'est fini pour vous. Vous voyez un peu la difficulté. Donc c'est deux éléments. Traumatisme, je dirais colonial, mais aussi avec des assassinats. Mais de l'autre côté, la peur de perdre des privilèges font assez qu'on n'a pas le courage de parler. Voilà pourquoi aujourd'hui à Kinshasa, vous avez des élites qui ne parlent pas. C'est ça qui explique leur passivité. Exactement. Alors, vous dégagez 3 constats qui vous font dire qu'effectivement, la communauté internationale tient mordicus à balkaniser le pays. Ouais. Alors, rapidement, si vous pouvez décliner ces constats. Ok. Ce parti, d'abord, le discours du président Tshisekedi. Félix Tshisekedi a fait un discours aux Nations Unies. Il a pointé les Rwandais du doigt. Il a dit clairement que les casques bleus, qui étaient les troupes rwandaises, avaient tiré sur un hélicoptère, des R2. Il y a eu des casques bleus qui sont morts. Aussi, il y avait des Congolais qui sont aussi morts. Rien du côté des Nations Unies, même pas une protestation. Ça, c'est du côté du président Tshisekedi. Vous partez du côté de la MONUSCO elle-même. Bintou Keïta, il vous dit très bien que les troupes rwandaises qu'on appelle M23 est mieux équipée qu'une armée normale. Ça, même Antonio Guterres l'a reconnu. Ah, il ne veut même pas dire. Antonio Guterres a peur de citer les Rwandais. Vous imaginez le secrétaire général des Nations Unies a peur de citer un petit pays. Il se limite à dire que ça vient de quelque part. Il a peur. Donc les patrons lui ont demandé de ne pas parler. Le pape vient ici. Ça, c'est les 3 constats. Le pape vient ici. Vous savez, il est malade. On avait reporté, il a dit non, tu dois partir au Congo. C'est pas par hasard. Pour le Vatican, le Congo est très important. Parce que quand je dis Vatican, Vatican en tant qu'État, Vatican en tant qu'Église catholique.
Nous sommes les pays, les plus grands pays catholiques aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Oui. Et nous sommes menacés. Donc les catholiques sont menacés par l'islam radical. Vous ferez le tour de la ville de Kinshasa aujourd'hui, vous avez des mosquées partout, même à Victoire, il y a des mosquées. Et les catholiques ont eu peur. Pourquoi ces gens, aujourd'hui les mosquées sont presque partout? C'est parce que les gens ont faim. Parce que chez les musulmans, quand vous avez des problèmes, puis les gens ont des moyens. Vous avez un cas de décès, c'est l'église, les mosquées qui prennent en charge. Mais ce n'est pas le cas avec l'église catholique. Ils sont pauvres. Donc, ceux qui ont l'argent maintenant essaient un peu d'attirer la population congolaise. Voilà pourquoi il y a beaucoup de musulmans. En réalité, ils ne croient même pas dans ça. C'est parce que la misère s'est installée. Et pour l'église catholique, il y a danger. Voilà pourquoi les papes devraient venir ici. Et deuxième élément du pape, l'importance du Congo. Vatican, c'est un État. Le monde est en pleine imitation. Il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. On tend vers un monde multipolaire. Donc le Congo, en tant qu'État stable et puissant, c'est un atout, c'est un allié du Vatican. Donc pour le Vatican, c'est important. C'est la raison pour laquelle il est venu rappeler aux Congolais. Il a même cité notre hymne national. Il dit, prenez-vous en charge. Rappelez-vous votre hymne. Les papes qui disent ça. Mais venez à Kinshasa, ni l'église catholique, ni ceux qui disent chrétiens, qui étaient, quand les papes étaient venus, ils étaient en boubou, hein, avec les fusils du pape, pour montrer qu'ils sont des grands catholiques, ne parlent plus. Il dit non, il y a un problème. Donc il y a une force qui est derrière, qui fait que tout ce que nous faisons, personne, donc tout ce que nous faisons, on ne veut pas les écouter à l'extérieur. Les discours du Congo ne passent pas à l'extérieur. Et ce qui est bon quand le pape est arrivé, pour la toute première fois, dans un journal, je pense, Washington Post, en Amérique, toute une page sur le Congo. Donc, grâce au pape, je pense que le peuple américain est au courant de ce qui se passe ici. Donc, ça rapporte. Ça rapporte avec le pape. Mais le problème, est-ce que les Congolais se sont, comment dire, est-ce qu'ils ont pris ces discours du pape et les mettre en pratique? Alors, vous décrivez également 3 scénarios possibles pouvant conduire à la balkanisation. Oui, j'ai pris 3 scénarios. Le premier, c'est que le projet sera réalisé par ceux qu'ils ont mis en place, par les globalistes occidentaux. Mais ce projet ne va pas aboutir à cause de l'environnement international, parce que ni la Chine, ni la Russie ne pourront accepter de participer au partage du gâteau congolais. Et surtout, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que bon, c'est quand même les intérêts qui comptent. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Les Congolais n'en veulent plus. Parce qu'on ne peut pas couper un pays quand les peuples ne veulent pas. Ce n'est pas le Sud-Soudan. Et puis la chance du Congo, on a fait une campagne contre la balkanisation. Le peuple est conscient qu'il y a un danger. Donc si je vous dis la Chine et la Russie, parce que dernièrement, il y a la Chine qui vient, les ministères des Affaires étrangères de l'État chinois, qui a publié un document intitulé l'hégémonie américaine, c'est danger, je pense, mais c'est risque. Dans ce document, il a démontré comment l'Amérique sème les désordres à travers le monde. Et à la fin, ils disent non, nous voulons la paix. Donc on voit déjà ceux qui sèment les désordres et ceux qui aiment la paix. Donc la Chine ne pourra pas accepter de suivre l'Amérique dans leurs aventures. Ça, c'est la Chine. Maintenant, du côté russe, la dernière, Poutine vient de publier un document sur la nouvelle politique étrangère russe. Et dans ces documents, il y a une partie sur l'Afrique. Il dit, c'est bien écrit, hein, que la Russie va aider les États africains qui sont menacés par le néocolonialisme. Donc nous revenons à 1960, où l'Union soviétique a aidé beaucoup de pays africains. Ils ont commencé déjà à le faire, les cas du Mali. Non, Mali, oui, ils sont en contact, ils ont des contrats de coopération avec les Mali, mais pour le moment, ils utilisent beaucoup plus Wagner, les mercenaires. Les mercenaires, oui. Ils sont les mercenaires, oui. Mais quand vous voyez ce nouveau document,
Donc, ils vont le faire en tant qu'État. Donc, comme nous sommes dans notre cas, ils peuvent venir proposer aux Congolais des techniques pour mettre l'ordre à l'Est. Donc, il faut déjà se préparer à passer des moments très difficiles parce que, vous savez, le Congo a presque toutes les richesses. On ne va pas le laisser tranquille. Il y a ceux qui étaient habitués à prendre gratuitement. Maintenant, on dit non, vous ne devez pas prendre. Il y aura l'affrontement. Donc, moi, je vois déjà comme si on va vivre la situation des années 60. Quand quand on a tué le Lumumba, les musées Kabila, les Moulés sont partis dans les maquis. Ça a duré à peu près 5 ans, de 60, bon, après l'indépendance, à 65 ans, Bouta a fait un coup d'État. Donc nous risquons de connaître une telle période. Et ça va aboutir... Ça sera une zone de turbulence. Oui, ça va aboutir à notre indépendance économique parce qu'ils ne vont pas nous gagner. Ça peut durer. D'ailleurs, ils sont sur la défensive. Mais nous, nous battons pour notre indépendance, pour notre liberté. Je pense que d'ici peut-être 2030, quand il y aura la stabilité, l'équilibre entre grandes puissances, le Congo pourra... On pourra retrouver la paix. La paix et sa puissance. Alors, M. Freddy Mulumba, on tend vers la fin de cette émission. On me fait signe qu'il ne reste plus que 2 ou 3 minutes. Alors, rapidement, des propositions à faire aux officiels, à l'élite congolaise et même à la population. Non, notre population est très consciente. C'est l'élite qui n'est pas à la hauteur. C'est l'élite qui est médiocre, qui ne comprend pas les enjeux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les universitaires, donc je peux parler un peu d'un paradigme, construire des paradigmes, des nouveaux paradigmes. Ce n'est pas le travail des gens de la rue, c'est le travail des penseurs, des intellectuels. Ça, c'est réservé aux universitaires, aux think tanks et autres centres de recherche. Et vous allez voir dans les pays sérieux, quand il y a des conflits, on fait appel à ces gens pour produire la pensée, des études, pour permettre aux hommes politiques de prendre de bonnes décisions. Donc, il faut de nouveaux paradigmes sur le plan intellectuel. Mais il faut aussi une armée forte. Nous sommes dans l'obligation de construire une armée forte par rapport à notre position géographique. Nous avons 9 frontières, et puis 9 voisins, et puis nous avons des richesses. Si on ne sait pas les protéger, on vient les prendre gratuitement. C'est une obligation pour nous. Donc une armée forte, puissante, qui doit mettre de l'ordre et au Rwanda, Ouganda et Burundi. Ça, c'est la volonté de puissance qu'il faut développer chez l'élite congolaise. Élément encore important sur l'économie. On ne peut pas comprendre. Toute l'économie est dans les mains des étrangers. Il n'y a aucune banque congolaise. Toutes les mines sont dans les mains des étrangers. Vous voulez avoir quoi? Donc il faudrait construire une classe d'hommes d'affaires, pas de politiciens qui volent l'argent de l'État pour faire les affaires, d'hommes d'affaires que nous devons former avec des milliards pour contrôler notre propre économie. Parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, avoir des décisions économiques si vous n'avez pas le contrôle des banques, le contrôle des mines, le contrôle des forêts, le contrôle de tout. Tout nous échappe. Et le dernier, je pense, c'est au niveau de la diplomatie. Nous avons quand même une belle histoire, celle de Mobutu. Mobutu partait à Washington, reçu par Reagan, sur un tapis rouge. On dit regarder, défendre la liberté. C'est parce qu'on a senti que chez les Congolais, Mobutu était un individu, mais il représentait un peu toute la classe politique ou bien toutes les élites congolaises. Des élites qui ont une fierté, une volonté de puissance. Quand les Zaïre passaient, on dit non, non, vous voyez, il y a quand même un Zaïrois qui passait à Nabakos. Et aujourd'hui, les Rwandais qui étaient ici, même en matière de combat, de guerre, qui ne veulent pas tenir, on dit qu'ils sont plus intelligents que nous. Vous voyez un peu la grande difficulté. Donc il faut, comment dirais-je, faire une révolution culturelle. Le problème du Congo, c'est un problème culturel. La colonisation belge nous a tués. Parce que quand vous partez, par exemple, au Cameroun, on n'a pas tellement colonisé. C'était sous tutelle. On n'a pas la même mentalité. Même en Angola, là. Allez en Angola. Comme ils se sont battus, ils n'ont pas la même mentalité que chez nous. Chez nous, on a une mentalité d'esclave, de faire plaisir, qu'on dise que non, toi tu es bon, tu es gentil. Faire plaisir au maître. Au maître. Donc il faudrait une révolution culturelle et ça passe par la science, par l'école, par la culture de manière générale. On ne fait pas ça, il n'y aura pas de miracle. Vous allez prier,
Dieu ne tombera pas du ciel pour vous sauver. Merci, Monsieur Freddy Mulumba, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci également à vous qui nous suivez de partout. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.